Bonjour à tous et tous. Jean-Pierre Harry, j'interviens au titre du CIPREA. Le CIPREA est un syndicat professionnel du recyclage en agriculture, et donc du recyclage par valorisation agronomique, c'est son nouvel intitulé. Il regroupe 11 adhérents qui représentent environ 4 millions de tonnes de boue valorisées en France. Alors, je me propose d'intervenir à la fois sur un plan géographique et historique, mais également sur un plan réglementaire, avant de se projeter sur l'avenir. Avec un focus très rapidement sur ce qui se passe en Europe, notamment sur le retour au sol dans différents pays. Donc, vous avez une illustration ici d'une situation qui avait été établie par le CIPREA et phare, l'association européenne du recyclage agronomique. On y voit un taux moyen de retour au sol de 60%. Donc, finalement, la France n'est pas seule face à ces boues. Un retour au sol, elle est aussi, cette solution est aussi partagée dans différents pays. On voit l'exemple de la Suède, du Portugal et de l'Espagne, où les taux de valorisation sont relativement élevés. Une mention particulière peut-être pour la Suède, qui s'est posé la question en 2018 de la pérennité du retour au sol de ces boues. Et finalement, après une investigation de 18 mois environ, ils ont considéré que le dispositif actuel était pertinent pour la valorisation de la matière organique, du phosphore aussi. Et donc, ils ont souhaité poursuivre le référentiel REVAC, qui est le référentiel réglementaire, et donc considérer que cette filière était sécurisante. On a aussi des données sur les flux. Alors là, évidemment, la Suède apparaît de façon un petit peu moins importante, puisque c'est un pays de moins de 10 millions d'habitants. On voit les pays dominants en termes de retour au sol avec la France, l'Allemagne aussi, quoi qu'on en dise, hein, l'Espagne, le Royaume-Uni, qui faisait encore partie de l'Europe à cette époque. Et on voit que l'agriculture, finalement, en termes de flux, représentait près de 50% des flux de boue. Donc, sur 10 millions de tonnes de matière sèche, il y avait environ 5 millions de tonnes qui étaient recyclées. En France, on estime qu'il y a à peu près 700 000 tonnes de matière sèche de boue urbaine, auxquelles il faut rajouter quand même les boues industrielles, qui fera environ 1 million de tonnes de matière sèche, et au total à peu près 10 millions de tonnes de boue. Donc avec des modes de traitement en méthanisation, en chôlage, vous voyez apparaître sur les slides la répartition, et un retour au sol qui représentait environ 76%, donc une dominante quand même en termes de filière. Bon, je vais passer rapidement sur le dispositif réglementaire parce que c'est quelque chose que la plupart d'entre vous connaissez parfaitement. Simplement pour rappeler qu'il y a un dispositif de retour au sol via les plans d'épandage et puis via les normes d'application obligatoire qui ne confèrent pas de statut produit du fait du code rural et du code de l'environnement, et qui néanmoins permettent de s'affranchir de la notion de plan d'épandage. À noter également et à mentionner la norme ISO internationale qui vient de paraître et qui me semble intéressant à prendre en considération. Elle n'est pas d'application obligatoire, n'est pas, je crois, encore transposée dans les normes AFNOR, ce qui me serait tardé. Et néanmoins, elle contextualise le retour au sol à un niveau international. Et on voit que la France est un des pays les plus sévères et restrictifs en matière de valeur d'innocuité. Alors, je voudrais également préciser ou rappeler les méthodes mises en œuvre pour fiabiliser les solutions de retour au sol. C'est la traduction finalement des textes réglementaires, hein, notamment l'arrêté du 8 janvier 1998 et le décret de 1997 qui l'introduit. Donc, l'étape 1 en général, c'est l'étude préalable, c'est la conception de l'organisation des épandages. Il est important de rappeler que l'étape préliminaire permet de déterminer à la fois les parcelles aptes à l'épandage, les valeurs en éléments traces métalliques et en composés traces organiques, mais surtout en éléments traces métalliques des sols et paramètres agronomiques,
et permet également aussi de déterminer les organisations mises en agriculture à travers le stockage, le transport et l'épandage. Donc, un dispositif de plan d'épandage est bien sûr étudié en amont. Et ensuite, dans les étapes 2, c'est la mise en œuvre avec de la planification, donc du programme prévisionnel d'épandage, du suivi agronomique et de la communication avec le bilan agronomique et la synthèse du registre. Ce qui est important à rappeler, c'est que ces conditions ont permettent de mettre en œuvre des quantités significatives de boue et qui permettent de garantir à la fois l'innocuité et la traçabilité des épandages. Donc, ce sont les pratiques actuelles depuis 1998. Quelques illustrations sur les moyens opérationnels qui ne sont que quelques exemples d'outils qui finalement permettent de concrétiser les concepts. On y voit des matériels d'épandage, de l'enfouissement, et puis en bas à droite, des plateformes de compostage qui permettent aussi de produire des produits normalisés, enfin, des composts normalisés plutôt. Ce qui m'a semblé important également, c'est de rappeler les bilans qui ont été faits les années passées sur les filières de retour au sol des boues. Je citerai deux audits, enfin deux évaluations. D'une part, la première qui a été conduite par le Conseil général de l'agriculture et de l'alimentation, qui dépend du ministère de l'Agriculture, avec, en concertation, en collaboration avec le Conseil général de l'environnement, qui dépend du ministère de l'écologie. Donc ce travail est un peu ancien, donc il date de 2009, il mériterait sans doute d'être mis à jour. Et ce que j'ai souhaité, c'est extraire les conclusions qui ont été remises aux deux ministères, à l'agriculture et au ministère de l'écologie, et surligner les éléments qui me paraissaient importants, à la fois que, d'une part, il était considéré par ces deux conseils généraux et par les parties prenantes que le retour au sol, enfin le dispositif, le cadre réglementaire de l'épandage agricole était considéré comme satisfaisant. Donc ça veut dire que un niveau d'exigence relativement élevé a été atteint et que le débat national à l'époque était dépassionné. Toujours passionnant et parfois un peu passionné, mais en tout cas à l'époque il était considéré comme dépassionné. Je rappelle que postérieurement à la réglementation, il y a eu un certain nombre d'échanges, de débats avec notamment les associations, FNE, les associations également de consommateurs. Et la plupart, et quasiment toutes, ont constaté que le retour au sol était une solution tout à fait satisfaisante d'un point de vue environnemental et d'un point de vue aussi économique. Je rappellerai également que les ACV avaient été faits à l'époque, des analyses de cycle de vie, sous l'égide de l'ADEME, et ces ACV avaient montré que le retour au sol des boues était une solution qui présentait le plus d'avantages par rapport à d'autres, telles que l'incinération, même si l'incinération reste aussi une solution de secours en cas de boues qui sont polluées, évidemment. Un autre retour concernait celui de la cellule de veille sanitaire vétérinaire, qui a aussi fait plusieurs états, notamment le dernier de 2017, qui a constaté, ou qui a fait le constat que le risque sanitaire pour les élevages français était faible, avec une faible incidence des cas, évidemment sous réserve qu'il y ait le respect des principes d'épandage. Donc j'ai souhaité rappeler ces éléments du passé, qui sont un peu l'histoire de la valorisation des boues, parce que, évidemment, tous ces éléments ont été évalués par des entités tierces et je pense indépendantes des acteurs, des opérateurs. À titre aussi de repère, enfin je l'ai signalé précédemment, l'État suédois s'est donné 18 mois pour faire une étude d'évaluation du retour au sol des boues produites en Suède. On aurait pu aussi imaginer, souhaiter qu'il y ait un petit étude qui était fait récemment, 2019-2020, qui aurait permis aussi de faire un nouvel éclairage, d'apporter un nouvel éclairage sur les évolutions du dispositif. On a celui de 2009, on a celui de 2017, mais on aurait pu avoir aussi un retour, une vision
aussi plus actuelle de retour au sol des boues. On peut espérer, on peut souhaiter que l'étude d'impact qui va être conduite permettra d'atteindre ces objectifs, même si elle va être réalisée dans un laps de temps extrêmement court. S'agissant du projet de décret socle commun, évidemment, ça conduit à des révisions de seuil, notamment le seuil de l'arrêté du 10 janvier 1998, qui aussi nous anime. C'est la traduction de l'article 6 de la loi de février 2020, l'article 86, et donc qui dit qu'il faut réviser au plus tard le 1er juillet 2021 pour l'ensemble des boues qui auront un usage au sol, donc les boues actuelles et les boues produites, bien sûr, après le 1er juillet. Donc il faut anticiper, et c'est là où peut se poser un certain nombre de questionnements sur les boues produites actuellement. Alors, sans revenir sur ce qui a été dit et très bien dit par mes prédécesseurs, donc je vais juste rappeler que il y a 3 types de critères, des critères d'innocuité, avec de nouveaux critères, notamment pour les boues, inertes et impuretés, les tests sentinelles, on pourra y revenir rapidement, et puis les critères agronomiques, d'efficacité agronomique, qui aussi sont un élément qui va peser fortement sur la filière de retour au sol. Juste rappeler sur les ETM, les éléments traces métalliques, avec l'apparition pour l'épandage, on se situe dans la partie droite du tableau, avec l'apparition de l'arsenic et du chrome 6, qui sont des nouveaux paramètres. Pour les normes 44095 et 44295, donc les amendements à partir de MIAT, seul le chrome 6 est un nouveau paramètre. Et on y voit un abaissement des seuils, notamment le cadmium, une réduction de 50%. Et en cuivre et zinc, un impact qui est quand même significatif. Et au final, cette évolution de seuil qui a été proposée pourrait conduire à une quantité de boue non conforme de l'ordre de 3 à 5%. L'estimation n'est pas totalement gravée dans le marbre, mais l'étude d'impact viendra sans doute préciser, affiner ces estimations. Et là, on parle en tonnes de matière sèche, enfin en flux de matière sèche. En composé trace organique, on a aussi des seuils qui baissent pour l'épandage des boues. Alors là, on est dans le cas général, on est avec un dépendage cas général, donc on passe en fluorantène à 4 versus 5 et en benzoapyrène à 1,5 versus 2. Et on a 2 types de paramètres nouveaux, le dioxine et 16 HAP, pour lesquels on a assez peu d'éléments de référence qu'on est en train de regarder. La profession regarde, mais on n'a pas d'évaluation d'impact très précisément à ce jour. Donc ça peut être plus ou moins significatif, effectivement. En termes de flux, et c'est là où je pense qu'il est important aussi de s'arrêter, ce sont les flux en retour au sol, où le cadmium a beaucoup baissé, le chrome également d'ailleurs. Vous voyez donc les paramètres qui ont baissé, le mercure, le plomb et le zinc. Alors ce qui est important à rappeler, alors je vais le préciser, dans l'unité 100 grammes par hectare et par an, aujourd'hui l'arrêté du 10 janvier 1998 est sur un cumul sur 10 ans, donc j'ai divisé par 10, évidemment une extrapolation, mais ça revient à peu près au même en termes de flux. Là, je voulais en venir, c'est que ces flux actuels concernent les flux de boue ou les flux de compost d'ailleurs. Et demain, dans notre compréhension du projet de décret, ça concernera l'ensemble des matières. Donc ça veut dire que, évidemment, il faudra tenir à jour un registre parcellaire qui tient compte de l'ensemble des flux qui sont apportés sur une parcelle, et non pas seulement les boues, non pas seulement les composts, mais également l'ensemble des engrais minéraux ou organiques. Donc ça peut être aussi une contrainte opérationnelle et réglementaire extrêmement importante qu'il va falloir faire préciser dans un arrêté qui doit être aussi édicté. Je veux juste aussi préciser, rappeler que le cadmium
Donc on observe la réduction la plus importante, divisée par 7,5, non seulement pour les boues, mais pour l'ensemble des flux de matière. C'est ce qui nous semble être l'élément le plus impacté, le plus impactant. Il est difficile à dire au jour d'aujourd'hui quelles seront les conséquences en termes de quantité apportable par hectare. Là, l'étude d'impact viendra aussi nous le préciser. Il reste des incertitudes notamment sur le volet innocuité avec les dioxines, les inertes, je n'en ai pas parlé, les tests écotoxicologiques et les pathogènes. Alors, concernant les tests écotoxicologiques, un point d'attention sur les normes d'application, puisque il est évoqué notamment une norme pour les tests sentinelles et on parle de mortalité, on parle de reproduction vers de terre, et il y a une incohérence à lever entre la norme choisie et puis l'intitulé de l'impact mortalité versus reproduction. Donc c'est un point d'attention, un point important, parce que derrière, bien sûr, il y a des méthodologies, des normes d'application, et puis il y a aussi des coûts. Selon qu'on s'adresse à un impact reproduction, à un impact mortalité, on peut avoir un coût de facteur 3 à 4 supplémentaires. Donc ce sont des points, bien sûr, à vérifier, à regarder dans le cadre de l'étude d'impact. Et puis un dernier point concernant l'efficacité agronomique. Donc il est apparu, comme ça a été dit précédemment, de nouveaux critères pour les catégories B, notamment pour les matières organiques à effet engrais, les matières organiques liquides à effet, solides et liquides, et les matières organiques à effet amendement. Ce qui est important à préciser, c'est qu'il nous semble être le critère le plus important, le plus pénalisant à date. Les éléments de traces métalliques, j'ai dit, c'était 3 à 5%, donc c'est l'ordre de 200-300 000 tonnes de boue. Là, ça peut être beaucoup, beaucoup plus important puisque les boues liquides seront touchées. Hein, c'est de l'ordre de 2 à 3 millions de tonnes par an, c'est quand même énorme. Et ça concerne également les autres plateformes qui sont utilisées en fertirrigation. C'est plusieurs millions de mètres cubes également. Voire des autres process qui proviennent des industries agroalimentaires qui représentent également plusieurs millions de mètres cubes. Donc, la seule introduction de ces critères agronomiques dans une annexe pour une catégorie de matière pour impacter plusieurs millions de mètres cubes par an sans véritable solution immédiate, avec des coûts conséquents en termes opérationnels. Donc, c'est vraiment un point, je pense, à prendre en considération également dans l'étude d'impact. Le calendrier prévisionnel, vous le connaissez, ça a déjà été évoqué. Je vais juste rappeler que c'est un calendrier extrêmement contraint, avec une étude d'impact qui doit se réaliser en 2 mois. J'ose croire qu'elle sera complète et suffisamment éclairante, mais on peut émettre quand même quelques points d'interrogation et questionnement. Une étude d'impact de cette dimension nécessite forcément un petit peu de temps. On voit que les Suédois ont mis 18 mois pour leur étude. Bon, nous, on se fixe comme objectif 2 mois. Ça paraît quand même très, très ambitieux. En conclusion, donc, sans revenir sur ce qui a été dit, c'est que le retour au sol, au jour d'aujourd'hui, c'est un dispositif réglementaire qui est résilient, qui est sécurisé, je voudrais même dire sécurisant. Il a été résilient notamment en période Covid. On y est encore sur le retour au sol de compost hygiénisé, de boue cholée hygiénisée, de boue liquide hygiénisée, et le dispositif actuel qui était renforcé par l'arrêté du 30 avril 2020 de cette année a montré sa pertinence. Au jour d'aujourd'hui, les évolutions réglementaires montrent qu'il y a un texte incomplet, donc il est difficile de se prononcer complètement et définitivement sur les conséquences. Il manque notamment, je l'ai dit, l'avis global de l'ANSES et les conclusions d'études d'impact. Il y a un calendrier extrêmement contraint et sans apporter des mots trop forts, mais qui met au pied du mur des collectivités, des industriels pour leur gisement, qui pourrait devenir non conforme, en tout cas difficilement conforme à court terme. Il reste des inconnus, il reste des doutes à lever, il reste des critères agronomiques adaptés
aux réalités de terrain qui me semblent pour l'instant très en écart. Au final, donc l'étude d'impact qui doit nous donner l'évaluation des conséquences opérationnelles et économiques des nouvelles dispositions, qui au jour d'aujourd'hui ne sont pas totalement circonscrites. On a eu une très belle illustration dans l'exposé précédent. Pour les bouts, malheureusement, je ne me suis pas aventuré à chiffrer les coûts parce que je pense qu'il risquerait d'être extrêmement important, notamment en déshydratation, en stabilisation, en élimination. Je pense qu'il faut attendre vraiment l'étude d'impact pour évaluer ces coûts. Voilà, je vous remercie de votre attention.